La valeur que vous apportez, c'est pas le temps que vous passez parce que c'est pas de l'exécution. C'est votre cerveau, c'est la stratégie. Et donc, comment ça se traduit concrètement? Fractional talk. Salut Mika, aujourd'hui on parle d'un gros sujet, TJM, pas TJM, et comment on fait? C'est une question que se posent beaucoup de freelances et on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. On a pas mal d'anecdotes aussi pour ramener du concret, du précis, parce que souvent, ce sujet, on en parle de manière un peu vague et abstraite, et donc c'est toujours bien de revenir sur des cas un peu concrets. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Par où est-ce qu'on commence? Parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Mmh. Pour moi, gros sujet, le TJM, comment en sortir, comment passer vers ce qu'on appelle le value-based pricing, le pricing basé sur la valeur et pas sur le temps passé. Il y a pas mal de sujets de méthode, il y a pas mal de choses qui se cachent derrière aussi en termes d'état d'esprit, de croyances, même de notions éthiques parfois. Donc on va essayer de décortiquer ça dans le temps qui nous est imparti. Bah, on peut peut-être commencer avec, on rentre direct, dans le dur. Pourquoi c'est un problème le TGM en fait? C'est déjà Mmh. un bon début. Pour moi déjà, je vois 2 gros problèmes. Le premier, c'est que, bah, le TGM, donc le vendre son temps, ça veut dire plafonnement des revenus. C'est assez inévitable. Donc pour des freelances qui veulent déplafonner leurs revenus, il est certain à 100 que la solution ne se trouve pas dans le TGM, Mmh. ou en tout cas qu'on va atteindre assez rapidement une limite. Et en fait, il y a plusieurs paliers. Alors, il y a pas d'études scientifiques, ultra robustes sur le sujet que je connaisse, mais moi, j'observe quand même avec le volume de personnes à qui on parle, des paliers psychologiques. Mmh. Moi, j'en vois 3 importants. Alors, c'est en tout cas, moi, mon observation empirique. Le premier palier, c'est celui un peu du junior confirmé, c'est un palier à 500 €. Le deuxième palier, c'est un palier de l'expert reconnu à 900 €. Et là, il va falloir, avoir la bonne méthode pour si on reste dans ce modèle de TGM, pour pouvoir l'augmenter. Et le troisième gros, gros palier, c'est le top du marché classique. C'est un TGM à 1 300 ou plus. Et donc ça, par contre, il y a très peu de freelances qui arrivent à dépasser, quand on fonctionne au TGM, ce palier. Mmh. Donc déjà, il y a une notion de, plafonnement qui est, incontournable. À un moment, ça va plafonner. Heu et on pourrait se dire: «Mais c'est quand même pas mal 1 300 € par jour». Pas mal par rapport à quoi? Tout est Mmh. relatif. Dans l'absolu, oui, ça peut être pas mal. Mais si tu apportes tellement de valeur que ça vaut plus que ça, il y a sans doute un coût d'opportunité à pas changer de Mmh. modèle. Mmh. Le deuxième gros problème, pour moi, il est philosophique, mais il se ressent, il se traduit concrètement dans le quotidien. C'est qu'en fait, en valorisant le TGM, le temps passé, ce qu'on est en train de vous dire, en gros, c'est, on pénalise la productivité. C'est-à-dire si je suis très rapide, efficient dans mes process, que j'utilise l'IA ou pas, en gros, ça veut dire que plus je passe de temps à faire un truc, Mmh. et plus ça coûte cher. Et je vais te raconter une histoire là, j'ai pensé tout à l'heure. J'ai 2 coiffeurs parce que je suis un peu entre la France et le Brésil. J'ai mon coiffeur à Paris, dans le deuxième, et j'ai mon coiffeur à Belo Horizonte, au Brésil. Heu, Quand je vais au Brésil, bon, ça me coûte 5 balles, hein, évidemment, c'est le Brésil. C'est Cristiano qui me coupe les cheveux et il met 45 minutes. Donc je suis dans son salon et en fait les Brésiliens, en tout cas les coiffeurs que j'ai, connus au Brésil, ils prennent vraiment le temps. Ils utilisent différents, rasoirs électriques et puis des petits ciseaux différents, enfin des petits ciseaux différents pour te tailler à certains endroits autour des oreilles et tout. En gros, ça dure une plombe, ça dure 45 minutes et le résultat est bien. Mais il y a eu du process quoi derrière. Mmh. Quand je vais en France, je vais, chez mon coiffeur qui me coupe en 15 minutes et je suis super content du résultat. Vraiment entre les 2, je préfère même, mon coiffeur en France, comme quoi c'est pas une question de temps. Et en fait, qu'est-ce que je préfère comme expérience? Bah, je préfère quand ça va vite et donc ça n'aurait pas de sens de pénaliser mon coiffeur, qui va vite par rapport à tout ça. Donc Mmh. en fait, c'est intéressant, bien sûr, c'est une analogie dans un milieu très différent que le nôtre, mais en fait, un vrai businessman de toute façon, donc le décideur qu'on a en face, normalement, s'il est à peu près normalement constitué, il a envie que les choses soient efficaces et aillent vite. Mmh. Donc le TGM, ça pénalise la productivité et l'efficacité. Donc Mmh. il y a plein de problèmes philosophiques qui sont liés à ça, au-delà du Mmh. fait qu'on plafonne et que c'est un modèle compliqué. Ouais. Bah, la question, en fait, fondamentale à se poser derrière, c'est qu'est-ce que le client achète?
Est-ce que le client, il achète le temps passé avec nous ou est-ce qu'il achète un résultat qu'il essaye de viser grâce à notre intervention? Et quand on vend des prestations de freelance, fondamentalement, certes, il va y avoir des livrables, mais c'est aussi le bon insight au bon moment, un tips stratégique, un accompagnement, de la clarté sur les prochaines étapes. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de palpable. Donc, Mmh. si on se base sur l'effort pour produire quelque chose, alors qu'en fait, nous, on a la solution très rapidement parce qu'on a 15 ans d'expérience dans ce domaine-là et qu'on a vu des dizaines et des dizaines de cas similaires, bah, pourquoi on se baserait sur le temps passé pour rémunérer ça, vu les résultats qu'il y a derrière? Donc, le premier risque, c'est vraiment d'essayer de vendre de la connaissance et de l'expertise comme on vend un livrable ou une production matérielle. Ça peut être un non-sens qui nous fait tirer une balle dans le pied au Mmh. final. En fait, on peut se poser la question, mais du coup, parce que là, on est en train de dire que le TGM, c'est vachement, enfin, c'est pas pertinent et que c'est vachement plus intéressant de se baser sur la valeur. Mais alors pourquoi c'est comme ça dans le marché? Pourquoi, Mmh. beaucoup d'entreprises sont encore obsédées par la notion de TJM, fois, un nombre de jours? En fait, Mmh. pour moi, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que c'est simple. Bah, tu vois, c'est palpable, c'est j'achète du temps, j'achète des jours fois un nombre par Mmh. jour. C'est Oui, c'est simple à rassurant, ça comprendre, cadre. ça cadre, ça permet de comparer aussi facilement, en tout cas sur le papier, différents profils et de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, tu vois, il y a vraiment Mmh. cette notion de c'est une norme qui s'est, imposée et construite d'elle-même parce que c'est simple, c'est partageable, c'est comparable et donc j'en viens à la deuxième raison, parce que ça donne le pouvoir aux entreprises. C'est un modèle qui est bien intéressant pour elles, heu et du coup, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce modèle est tant répandu. C'est simple et c'est, en tout cas en perception, en termes de perception, c'est meilleur pour, l'entreprise et du coup, bah, c'est, généralisé. Mmh. Donc il y a voilà, c'est pour ça et en fait, la vraie question, c'est notamment quand on est un freelance senior avec une vraie expertise, beaucoup d'expérience, est-ce qu'on vend ses mains, ses petites mains qui mettent les doigts dans le moteur et qui bougent des trucs, ou est-ce qu'on vend son expertise, sa connaissance et donc son cerveau? Mmh. Et donc, bah, si on vend son cerveau, si on vend, comme tu l'as dit, des années, voire des décennies d'expérience dans un domaine, est-ce que c'est vraiment pertinent de vendre du temps? Je Mmh. vais te raconter une autre histoire un peu théorique, mais j'aime bien la raconter parce qu'en fait, comment est-ce qu'on permet de visualiser ça? C'est l'histoire d'une usine qui a une grosse machine qui est hyper importante. Si la machine ne fonctionne pas, l'usine ne tourne pas. Et un jour, bah, manque de bol, la machine tombe en panne. Et donc là, ils mobilisent tous les experts internes, mais qui connaissent pas ce problème, qui n'arrivent pas à le résoudre. Et du coup, ils décident de faire appeler à quelqu'un de l'extérieur. Donc ils prennent leur téléphone, ils appellent un spécialiste de cette machine. Le spécialiste arrive, il a un marteau et il observe la machine. Il donne un petit coup de marteau à un endroit très spécifique de la machine. Et là, la machine repart et tourne. Et donc là, le dirigeant est étonné, mais très heureux que ça reparte, mais étonné du fait qu'un simple coup de marteau a réussi à faire retourner la machine. Et donc, il demande la facture à la personne qui a réparé le problème. Et la personne dit ça sera 1 000 euros. Et donc là, le dirigeant de l'usine dit 1 000 euros, mais vous pourriez me faire une facture détaillée, que je comprenne bien où sont les 1 000 euros, ce que vous avez fait, etc. Et là, le mec répond de manière très simple, ouais, le coup de marteau, c'est 1 euro. Et savoir où donner le coup de marteau, c'est 999 euros. Mmh. C'est Et bien exactement ce sûr, qu'on dit sur la valorisation de la connaissance, en fait. c'est une parabole, mais L'impalpable. Mmh. en fait, le plus dur, c'est souvent pas donner de coup de marteau, c'est de savoir où taper, quoi. Et donc, c'est Mmh. ça qu'on vend. Et ce qu'on vend, c'est pas quand on a un profil senior, encore une fois, et stratégique, et quand on veut se positionner comme ça, bah, il vaut mieux pas vendre des petits coups de marteau et plutôt vendre, savoir où le taper avec le marteau. Et donc, c'est Mmh. là qu'on capte le plus de valeur et c'est là qu'on aide le plus nos clients, en fait. Donc, c'est dans l'intérêt du freelance et du client de se recadrer sur cet aspect stratégique Mmh. et de sortir de l'opérationnel ou de trop d'opérationnel qui est pas là où les freelances seniors apportent le plus de valeur et souvent, c'est pas là qu'ils s'éclatent le plus. Mmh. En fait, pour moi, il y a plein de sujets en filigrane parce qu'il y a des sujets côté client, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve des entreprises qui sont disposées à valoriser notre expertise à bon escient parce qu'en fait, la capacité à donner le coup de marteau, elle fonctionne dans quelques cas spécifiques, mais dans d'autres cas, on va faire la même chose et ça va avoir 10, 100 fois moins de valeur pour une autre boîte. Donc l'enjeu de savoir qui est-ce qu'on vise et je pense que sur cette notion du temps, je pense que c'est aussi le fait que, ben,
le freelance, on en avait parlé dans, je crois, le premier épisode, c'est un petit peu une situation intermédiaire entre le salarié et l'entrepreneur. C'est-à-dire que le salarié va vraiment, dans le cadre d'un contrat, vendre X heures de son temps par semaine et puis il va avoir cette sécurité, cette prévisibilité. On va avoir l'entrepreneur qui, lui, va mettre en place des systèmes, des process qui vont faire que ça tourne et ça va être décorrélé de son temps, que ce soit en recrutant, enfin en ayant des machines, que ce soit en ayant des humains qui bossent pour lui, etc. Et tu as le freelance qui est entre les deux, qui a le statut de l'entrepreneur, mais qui Mmh. continue de vendre son temps et qui, d'une certaine manière, continue d'être un petit peu dans une démarche de salarié en mode, je continue de vendre mon temps. C'est juste qu'au lieu d'avoir un CDI dans une boîte, je peux avoir plein de petits CDD dans plein de Mmh. boîtes différentes. Mais Bah, fondamentalement, il n'y a pas de grande différence. en fait, ce que tu viens de nous dire, c'est que le TGM, c'est une convention qui est héritée du salariat et puis après des SS2I. Et en gros, ça, si vous voulez être salarié déguisé, c'est parfait. Si vous voulez être un partenaire stratégique qui est rémunéré pour la valeur qu'il apporte et mettre au service de votre expertise une boîte qui a besoin d'une transformation, c'est pas le bon modèle. Mmh. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai fait une vidéo, on la mettra peut-être en incrustation dans celle-ci, dans laquelle j'explique comment, par exemple, j'ai travaillé pour un client, sur une mission que j'ai facturé 7 000 € hors taxes et qui m'a pris 1 jour à délivrer. Mmh. C'est possible parce que ce qui est important, c'est pas est-ce que j'ai mis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et d'ailleurs, c'est mieux de le faire en 1 jour qu'en 7 jours, ça va plus vite. C'est ils avaient un problème, j'avais une solution pour eux, on a dimensionné ça et ça faisait sens de facturer ce prix-là et du coup, j'ai délivré mon service, ça m'a pris 1 jour, le client était super satisfait et tout le monde est content. Mmh. Et d'ailleurs, il m'a redemandé des missions derrière que j'ai dû refuser parce que, j'avais pas de enfin, j'avais trop de clients à gérer donc ça montre Mmh. à quel point il était satisfait qu'en fait, tout est une question de cadrage. Ouais. Si il y a un autre problème, c'est des freelances qui essayent de sortir du TGM, mais qui, au-delà de leur offre qui est plus au TGM, qui par exemple peut être au forfait, redonnent plein d'éléments qui recadrent la conversation sur le temps passé versus sur la valeur. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à rediriger la discussion vers la valeur plutôt que sur le prix et sur le temps passé. Et c'est pas Mmh. simple. Ouais. De toute façon, la valeur, c'est le sujet clé. C'est-à-dire, quel est le bon prix de la prestation pour la personne en face? Et cette question-là, elle est pas si enfin, c'est pas si simple d'y répondre et Ah non? surtout, ça fait des siècles et des siècles qu'il y a des économistes et des philosophes qui se posent des questions là-dessus. Longtemps, on a cru qu'il y avait un juste prix des choses, une valeur objective. Aujourd'hui, on sait que la valeur, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur universelle dans quelque chose, c'est toujours dans un contexte donné, en interaction avec une personne donnée, que la valeur va se fixer. Et, et, Ouais. mmh, et sur cette question du juste prix, quand on est freelance, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir les bonnes variables en tête. Il faut faire Mmh. toute cette phase de découverte pour savoir comment estimer ça. Mais il y a des freelances qui peuvent bloquer par rapport à ça, de se dire, j'ai l'impression de ne pas facturer le juste prix parce que c'est pas les prix du marché ou parce que c'est déraisonnable parce que, par rapport à ce que Il y les autres a font. ouais. Il y a un gros problème, c'est se comparer à la moyenne. Mmh. Si tu lances on se le dit, notre vision du freelancing premium, c'est on est quand même une forme d'entrepreneuriat. Si tu te compares à la moyenne, tu pas compris en fait le jeu auquel tu jouais. Ça marche pas comme ça. Et pour revenir sur le compte le en fait, c'est quoi le bon prix? Le bon prix, c'est juste un truc, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Et quand elles serrent la main et qu'elles, avancent ensemble, c'est le bon prix. Un exemple très, concret de comment de pourquoi le prix n'est pas intrinsèque. Il n'y a pas de valeur intrinsèque dans ce qu'on fait. Tout est une question de perception, de contexte. Tu achètes une, canette de coca dans un supermarché dans le fin fond du Limousin, dans un Super U, ça va te coûter, moins d'1 €. Ça va te coûter, peut-être, 80 centimes. Tu achètes la même canette de coca. Pourquoi? Parce que, tu dois te déplacer en voiture, c'est, compliqué, il faut aller jusqu'au rayon, il faut la porter, la ramener dans ta caisse et cetera. Elle est pas réfrigérée, tu achètes une canette de coca à Paris dans un Selecta, un distributeur dans le métro, tu vas payer, peut-être, 1,50 € ou quelque chose comme ça. Parce que, c'est convénient pour toi, elle est juste là où tu en as besoin, elle est réfrigérée parce que c'est des machines réfrigérées, il y a beaucoup de trafic et cetera. Donc en gros, tu payes pour le contexte. 3e situation, tu vas au cinéma. Alors là, ton coca, tu vas le payer, 2 ou 3 balles parce que tu as pas le choix, tu es captif. Ça fait en plus partie du rituel du cinéma, d'acheter des pop-corn et de prendre un coca, quoi. Mmh. D'ailleurs, si tu vas avec ta compagne, et que tu achètes pas de pop-corn ou de coca, il y a un truc qui cloche, tu vois? Ça fait partie de l'expérience du cinéma et donc c'est un très bon exemple qui nous montre qu'il y a rien d'intrinsèque dans le prix, dans la valeur.
Et il y a aussi une grosse question de contexte et de cadrage qui est important. Et c'est pareil en freelance. On est juste des canettes de coca, hein. Et Mmh, donc, il faut mmh, trouver le bon endroit où on se distribue et comment est-ce qu'on en parle. mmh. Bah, je trouve que cette question du contexte, elle est importante parce que elle influe sur des biens matériels simples. C'est-à-dire qu'un coca, on sait à quoi s'attendre. Et Mmh. même quand on sait à quoi s'attendre, on peut avoir des variations de prix en fonction du contexte. La spécificité du travail freelance, c'est qu'en plus, on vend donc de la connaissance, on vend quelque chose d'impalpable, et c'est ce qu'on appelle en économie un experience good, c'est-à-dire un bien d'expérience, c'est-à-dire que Mmh. on ne sait pas ce que c'est avant de l'avoir acheté. Fondamentalement, je veux recruter un freelance avec lequel bosser. Avant que je commence à bosser avec lui, j'ai aucune idée de comment ça va se passer dans le détail. C'est beaucoup Mmh. trop complexe comme projet. Et donc ça crée encore plus de déséquilibre dans la manière d'estimer le prix. Et cette incertitude-là, c'est quelque chose à gérer dans la manière de vendre parce que il y a, des 2 côtés une incertitude de mon côté en tant que freelance parce que je sais pas à quoi m'attendre avec le client, j'ai pas tout en main et j'ai pas le contrôle sur toutes les variables, et idem au niveau du client qui va dépenser une certaine somme d'argent pour arriver à un résultat, mais qui peut se dire: «Bah, il y a un monde dans lequel on n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie d'y aller malgré Mmh. cette incertitude?» Et je pense que c'est important dans son état d'esprit de se voir comme un entrepreneur, comme tu dis, qui travaille avec d'autres entrepreneurs parce que cette incertitude, elle fait partie du deal, en fait. Dans tous les cas, on ne sait pas à quoi s'attendre. Le coca, il est super standardisé, donc normalement le problème est réglé, mais là on parle du coca. Mais dans une prestation intellectuelle, il y aura toujours Ouais. une part d'inconnu. Et ça, c'est important à la fois de rassurer le client en face par rapport à ça, mais Voilà, ouais. aussi nous-mêmes en tant que freelance. Parce que nous-mêmes, des fois, bah, on peut avoir du mal à aussi voir une dépense comme un investissement. Ça peut être quelque chose de bloquant, alors qu'on sait la valeur que ça a derrière. Et c'est des choses à démêler dans sa manière de voir la dépense comme un investissement. Et c'est pas Ouais, évident, surtout en France où culturellement, mmh. on est quand même plus conservateur et prudent par rapport à ça que, ben, dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Et tu l'as dit, il y a un enjeu de réduire ces incertitudes dans la relation qui commence dès les premiers messages et dans la suite, c'est les case studies, il y a une question de posture, de confiance en soi. Donc il y a plein de leviers à travailler pour réduire au maximum cette incertitude. Après, il y a un écueil à éviter absolument, c'est la tentation, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, et c'est la tentation de parler enfin beaucoup de sa méthode, de comment travailler les milestones, et cetera. Donc en gros, le voyage et pas la destination. Le Mmh. client, il va nous acheter parce qu'il a un problème, il veut un résultat. Nous, on va l'aider à avoir ce résultat et enlever les bloqueurs au milieu. Et donc, il faut passer plus de temps là-dessus et en revanche, bah, rendre le plus concret possible, en avance la collaboration et définir le bon cadre, hein, de collaboration et de travail. Mais il faut pas tomber dans ce syndrome de l'expert et trop parler de moi, voilà comment je travaille, voilà non, il faut parler concrètement et poser les bonnes questions pour aboutir au fait qu'il y a des gros challenges aujourd'hui, aïe, 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 c'est douloureux. Mmh. Voilà la situation rêvée et on peut y aller et voilà les case studies, voilà ce que j'ai fait dans le passé, voilà comment je m'y prendrai. Mais faut être Mmh. vigilant à pas être trop focus sur son CV, ses expériences, et parler plutôt de la destination que Mmh. du Mmh. chemin. Ouais. Hem Après, je te raconte deux autres petites histoires, parce que justement, souvent, on nous demande, mais concrètement, comment ça enfin, pourquoi? Heu, j'ai une première histoire en agence. J'ai passé quelques temps en agence de com et je me souviens de réunions pour des pitchs pour des gros clients, on se parle du CAC 40, hein. Heu, donc on devait pitcher, répondre à un brief et en gros, il y avait des réunions de 2 heures dans une salle, la salle du planning stratégique. Et donc on discutait, on regardait les slides, on essayait de brainstormer sur les idées créatives et tout. Et il y avait un mec qui était planner strat, qui était vraiment une star dans l'agence. Et en fait, il ouvrait la bouche, franchement, 20 secondes par meeting, donc un meeting de 2 heures. Donc si tu calcules le ratio en termes de temps de parole, c'est très faible. Et en fait, il était comme ça, il écoutait tout le monde, les idées, etc., les échanges. Et à un moment, il mettait son doigt comme ça, et tout le monde se taisait dans la salle. Et il disait un truc de 20 secondes qui a tout débloqué. Et en fait, on a trouvé l'insight qui a fait derrière qu'on a réussi à gagner le pitch. T'imagines la valeur de ces 20 secondes? S'il était Mmh. payé au temps passé, c'est quoi son TJM divisé par le nombre d'heures, divisé par Mmh. le prorata à 20 secondes? Mmh. Donc, c'est un bon exemple qui montre dans la prestation intellectuelle comment peu de temps passé peut avoir énormément de valeur. Et pourquoi il a sorti ce truc hyper smart en 20 secondes? Parce qu'il avait 20 ans d'expérience en planning strat et dans les meilleures agences parisiennes. Mmh. Un autre exemple, dans mon cas, j'ai travaillé pour un client.
On fait une réunion d'une demi-heure et en fait, je vois les 2 fondateurs, parler de sujets A et B et au bout de quelques minutes, je les arrête et je leur dis: «Attendez, vous me parlez de A et B. Vous voyez pas C là? Il y a pas un petit problème à C qui fait que A et B, c'est même pas la peine qu'on en parle?» «Ah oui, non, effectivement, on n'avait pas vu ça». OK. Et ensuite, on a creusé le reste du meeting. Ce meeting, alors je dis pas que c'est moi, qui ai, tout débloqué et cetera. Déjà, c'était une discussion et il y a du contexte et tout. Mais cette discussion à laquelle j'ai contribué, où on était tous les 3, je peux te dire que, bah, c'est simple, le business a fait fois 20 en 1 an. Mmh. Fois 20. Bon, ça partait de très loin, mais quand même. Cette discussion, elle a eu un rôle énorme à jouer dans les fois 20. C'était une Mmh. discussion d'une demi-heure qui a enclenché une série d'actions et de décisions derrière, qui a transformé le destin de la boîte. Donc voilà pourquoi ça aurait aucun sens que je facture à l'heure ou à la journée. Mmh. Mais d'où l'importance, quand on échange avec ses prospects et ses clients potentiels, de poser un maximum de questions en amont pour comprendre, ben, le business, les objectifs, le chiffre d'affaires, les paniers moyens, ce qu'ils Ouais. essayent de viser en termes d'augmentation, je sais pas, de taux de conversion, d'acquisition sur tel canal. Enfin, vraiment de creuser tous ces éléments-là pour nous faire Ouais. le calcul dans notre tête, se dire: «OK, ben, potentiellement, le business fait, voilà, 1 000 000 de chiffre d'affaires. Avec les actions mises en place, ils aimeraient bien une augmentation de 15 du CA, en Mmh. mettant en place telles actions, donc ça représenterait 150 000 € et moi, je peux les aider à structurer les choses pour avancer dans cette direction et donc je facture entre 10 et 20 de cette valeur ajoutée qui est un petit peu le benchmark, du marché, même s'il y a plein de manières de calculer et de dire: «Bah, OK, en fait, je passe d'une prestation que j'aurais facturée, je sais pas moi, 3 000 à 4 000 € à une prestation que je peux pousser 10 000 à 15 000 € à temps équivalent, juste en reframant la manière dont j'apporte de la valeur et le résultat concret à Ouais. la fin». Alors là, tu as 2 cas et c'est important qu'on le mentionne, pour nos amis qui ont des profils différents. Un profil growth marketing qui est proche du revenu, qui est proche des chiffres, du PNL et cetera. Ça va être très facile. Franchement, c'est scandaleux que ces profils-là mettent pas en place du variable et se vendent aussi peu cher. C'est un scandale, hein. Franchement, les growth marketeurs, venez discuter avec nous parce Mmh. qu'il y a un gros problème là. Il y a un gros, gros problème. Heu, Quand on est DIRCOM, UX, UX designer, directeur de création ou artistique et cetera, ça peut sembler un peu plus loin parce qu'on n'a pas les doigts dans un PNL toute la journée. Mais on a des moyens de trouver les métriques, les KPI qui sont le plus proches possible du business, sans être du chiffre d'affaires et cetera, pour justement valoriser l'apport qu'on donne enfin la valeur qu'on apporte à l'entreprise sur le court, le moyen et le long terme. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on trouve ces métriques qui sont pas du chiffre d'affaires, de la marge et tout. Quand on est directeur artistique, c'est pas ça, directement qu'on va viser. Mais comment est-ce qu'on trouve les métriques les plus proches, les proxys les plus proches de ça, pour valoriser non pas je fais des jolis designs, mais ma prestation va t'aider à débloquer des choses qui vont t'aider à faire plus d'argent. Mmh. Et ça, c'est pas simple souvent, pour ces profils-là parce que, bah, c'est normal, ils ont pas, ça fait pas partie de leur formation, hein, donc ils savent pas faire et c'est tout à fait normal. Mais il y a énormément de méthodes pour y arriver. On en reparlera plus en détail dans un prochain Mmh. épisode, peut-être, celui de la semaine prochaine, mais ça sera un vrai point à traiter. Mmh. Oui, puis il y a plusieurs manières de calculer. Il peut y avoir, comme tu dis, du variable ou juste estimer les choses, en fixe en amont ou un mix des 2. Enfin, Bah, il y a plein de tu veux manières qu'on de prenne faire, des mais mmh, tu veux qu'on prenne des cas concrets? Mais vas-y, je te laisse vas-y. finir et après on va prendre des cas concrets, hein. Mais vas-y. Donne-nous un exemple Bah, concret là. là, je me suis, mis une petite note, d'une personne dans notre programme là, par exemple, heu, parce qu'en fait, encore une fois, quand on parle de plafonnement de revenus, on veut être très concret. Aujourd'hui, nous, on parle à des freelances. Alors pas tous, hein, mais il y en a qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an en freelance. C'est-à-dire, c'est pas des solopreneurs. Ils n'ont pas un produit digital ou quoi que ce soit. Ils ont juste une prestation de freelance. Ils travaillent 35-40 heures par semaine. Ils prennent 1 ou 2 mois de vacances parce qu'en fait, c'est pas une question de temps passé et il y a d'autres modalités que de devenir solopreneur où on Mmh. sait que 99% des gens n'y arrivent pas à en vivre correctement. Donc en gros, c'est des freelances qui ont juste fait tout ce travail de positionnement, d'offres, de pricing, avec la bonne stratégie commerciale derrière. Un exemple, avec des projections. Une personne qui a 3 offres. Première offre, bon, c'est un peu classique, un audit ou un kit qu'elle va livrer à un client qui a un problème et qui va y répondre. Donc c'est souvent un one shot, mais qui a pour objectif d'être d'une porte d'entrée vers une autre collaboration, enfin une collaboration plus profonde derrière. Cette personne vend
un audit à 8K, un audit complet de 4 semaines. Elle en vend à peu près une dizaine par an. Donc ça fait déjà 80K de revenus. Donc ça, c'est sa porte d'entrée, qui déjà, elle ne travaille pas gratos. Elle facture un audit, elle le facture plutôt pas mal, 8K par audit. Elle en fait 10 par an, 80K. Deuxième offre, un accompagnement de 3 mois renouvelable. Donc là, c'est on s'engage pendant 3 mois à avancer ensemble au moins et on le renouvelle autant que nécessaire. Elle fait ça, elle a 2 clients en parallèle chaque semaine sur ce type de produit. Donc en fait, elle fait à peu près 24 000 par mois parce que c'est 12 000 par client. Ça fait plus de 240-250 000 par an de revenus parce qu'elle prend 2 mois de vacances ou 1 mois et demi. Donc en gros, on part sur 10 mois. OK ? Donc 80K plus 240. Derrière, elle vend un retainer à une partie de ses entreprises. Le retainer, c'est quoi le principe ? On a travaillé ensemble, on a été profond dans les sujets. Maintenant, je vous vends une sorte d'entretien, de formule d'entretien pour que vous continuiez à prendre les bonnes décisions, à faire les bons arbitrages, à bien coacher vos équipes et tout. Mais en fait, c'est un format qui est quasi passif, c'est-à-dire c'est quasi automatisé. En fait, ce qu'elle offre là-dedans, c'est une veille qui peut être concurrentielle ou les nouveaux outils, etc., qui permet aux équipes d'être à jour sur ces sujets-là. Et derrière, il y a des recos adaptés pour la boîte en fonction d'un questionnaire et d'input qu'elle reçoit. En fait, la magie de tout ça, c'est qu'elle utilise l'IA, elle utilise Cloud Code, et qu'elle a quasiment pas de travail à part de la relecture et peut-être 1 ou 2 prompts pour challenger l'IA, mais c'est tout. Elle facture ça 2 000 €, enfin 1 950 € par mois à ses clients. Donc on va dire 2 000 € pour faire simple. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et sachant que sur ces formats-là, quand ils sont bien faits, que le client était content et que c'est $1, on part de 2K, il y a très peu de taux de churn. C'est-à-dire que les gens, il y a très peu de gens qui le prennent et qui arrêtent au bout de 3-4 mois. En général, les gens le gardent parce que ça a beaucoup de valeur et bon, c'est 1 000, 2 000 balles, c'est assez $1 pour ces boîtes. Ça veut dire que potentiellement, si tu en as 10 qui vont te prendre peut-être de 1 ou 2 jours à délivrer, ça te fait 20 000 € par mois de chiffre d'affaires en plus. Donc tu fais 20 000 fois 10 ou 12, bon, ça fait voilà. Ça fait 200K en plus. Donc, en gros, là, je t'ai décortiqué 3 offres d'une même freelance qui bosse raisonnablement, qui prend des vacances, qui n'est pas au bout du rouleau parce qu'elle a bien structuré cette partie-là. Ouais. Elle a une offre qui est très chère pour un client très précis et du coup, elle n'a pas de mal à vendre ça. Un deuxième exemple beaucoup plus rapide, quand on parlait par exemple des profils growth qui rajoutent du variable, nous, on a vu des membres faire jusqu'à x2 en chiffre d'affaires en ayant un fixe et un variable indexé sur sa performance. Alors bien sûr, il faut savoir le faire, il faut savoir bien... nous, on a un module là-dessus dans notre formation d'ailleurs qui explique comment faire chez Hyperfractional. Mais concrètement, il y a des gens qui doublent leurs revenus juste en intégrant un variable. Et en plus, ça envoie un très bon message à la boîte qui est « je suis skin in the game ». Si mes trucs marchent, c'est bon pour toi et c'est bon pour moi aussi. Et donc là, on a des modèles, on a des modélisations pour des bonus qui sont assez simples, hein, mais qui fonctionnent bien. Et bon, si ces gens-là fonctionnent au TGM, ils gagneraient 3-4 fois moins pour le même travail. Donc en gros, si vous bossez au TGM et que vous êtes un profil expérimenté, il est fort probable que vous soyez assis sur un tas d'or et que vous laissez tout ça au client alors que vous pourriez le prendre. Non, mais clairement. Et je pense que dans le premier cas, on pourrait se dire, ouais, mais c'est des chiffres énormes, peut-être c'est un domaine Bah ouais. particulier, etc. Alors que, en réalité, si on fait vraiment ce travail de réflexion sur le positionnement, l'expertise spécifique, la niche et surtout le type de client qu'on vise, parce qu'il existe pléthore d'entreprises qui sont disposées à mettre des montants pareils parce que derrière, ils en ont pour leur argent. Il faut juste se poser la question au lieu d'attendre qu'en fait, les opportunités viennent et qu'on se retrouve avec des boîtes, soit des boîtes en galère ou des gens qui sont juste pas qualifiés. C'est aussi ça le problème. C'est un petit peu connexe à ce sujet du TGM, mais je pense qu'il est important, c'est que quand on a juste des opportunités entrantes, on contrôle pas la «qualité» entre guillemets du lead entrant. Alors que si on est intentionnel sur qui on vise, pourquoi on le vise et en connaissant parfaitement les enjeux de ce type d'entreprise-là, on va aussi être beaucoup plus pertinent dans notre message et beaucoup plus confiant quand on va pousser un prix qui va être peut-être élevé pour le commun des freelances, mais qui en réalité va être ultra rentable pour l'entreprise en face. Donc ça nécessite un travail de réflexion, ça se fait pas en claquant des doigts. La prochaine personne qui toque à votre porte, vous n'allez pas tripler votre tarif, ça va pas fonctionner comme ça. Il faut un petit peu se creuser les méninges en amont. Mais quand on fait ça, ça simplifie toute la suite, quoi. En fait, pour pouvoir faire ça, il faut avoir 3 choses. C'est le mindset, c'est-à-dire c'est pas facile pour la défense des freelances, c'est pas facile de changer de modèle, surtout quand il y a une norme aussi établie sur le marché que le TJM. En plus, il y a
300 000 personnes qui vont venir sur LinkedIn me dire hey, personne n'arrive à faire ça. Bah, pourquoi les gens du programme le font alors et y arrivent? Enfin, non, c'est une question de il faut se débloquer dans la tête des choses, des croyances qui nous limitent là-dedans. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi au sein du programme Mmh. Hyperfractional. Le deuxième truc, c'est il faut avoir une stratégie, il faut avoir la bonne offre, la bonne narrative. Ça s'improvise pas, hein. On vend pas un value-based, un prix value-based comme on vend du TJM. Donc, faut être formé pour la construire, cette offre, et la vendre derrière. Et du coup, dernièrement, il y a une question de posture. C'est comment j'interagis avec mon prospect. Et donc, ça aussi, ça se travaille. Mais c'est pas insurmontable du tout. Il y a des gens vraiment qui sont arrivés avec nous, qui étaient très loin de savoir faire ça et qui l'ont fait, qui ont progressivement gagné confiance en eux et qui ont vu, en fait, bah, quand ça passe une fois, deux fois, c'est bon. Mmh. Et tu vois, on a souvent des gens qui nous disent: «Mais moi, mes clients payeront jamais ça» ou «Ou le marché, est trop normé». Ça franchement, si les autres y arrivent, vous y arriverez. Mmh. Il y a juste ces 3 Ouais. trucs à travailler. Il faut arrêter de se dire que le problème, c'est le marché. Le problème, c'est vous. Enfin, Mmh. désolé d'être, désolé, pas désolé, mais le problème, c'est vous. C'est Mmh. quel modèle commercial, quelle cible, quelle offre, à quel Mmh. prix, comment le positionner, tout. Et ça, c'est pas si compliqué à Mmh. travailler, mais il faut le faire. Ouais, clairement. Et sur ce sujet mindset, moi, je vais partager un petit peu trois éléments que j'ai observés, moi, en interagissant avec pas mal de freelances qui font la différence, à mon sens, sur leur réussite dans cette démarche. Mais Mmh. quand on dit, avant ça, quand on dit que le problème, c'est vous, on ne dit pas que c'est vous le problème, on dit que le problème, il est en votre contrôle. Le problème, il est en votre contrôle, sachant que si vous vous dites: «Les clients que j'ai ne paieront jamais ça», dans tous les cas, c'est pas grave parce que peut-être qu'il y a même de très grandes chances que les clients que vous avez aujourd'hui ne sont pas les clients que vous voulez et qu'il vous faut, qui sont bons pour vous et votre business, première chose. La Exactement. deuxième chose, c'est que il faut vraiment réussir à développer une posture entrepreneuriale en tant que freelance. Hem et ça, pour moi, il y a trois choses qui distinguent le freelance entrepreneur du freelance qui subit le marché et qui galère, quoi. La première chose, c'est que il faut se reconnecter à pourquoi on s'est lancé à la base. Si vous êtes freelance aujourd'hui, il y a une chance, enfin, il y a une grande proportion des freelances aujourd'hui qui se lancent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur poste salarié, ils n'arrivent pas à retrouver de mission, donc ils se mettent en freelance en attendant et ils essayent de concilier les choses comme ça. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, ça fonctionne pas et donc du coup, ils font mission freelance plus ils postent des annonces à côté. Ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui voient l'exercice du freelance comme une mission à part entière. De se dire: «Je me lance en freelance parce que j'ai envie de, d'avoir cette liberté-là, d'avoir cette liberté au niveau de mes clients, d'avoir cette liberté au niveau de mes missions, de déplafonner mes revenus potentiels». Et ça, c'est aussi super encourageant parce que c'est par rapport à un poste salarié, enfin, on peut doubler, tripler, quadrupler, quintupler ses revenus et donc de savoir pourquoi on se lance. Si on se lance et qu'au fond, on se languit du CDI, on va pas réussir à mettre en place toutes ces choses-là parce que ça va demander tellement de nous challenger en profondeur qu'on va pas passer le cap. Donc ça, c'est la première chose. La Mmh. deuxi Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus déjà, avant Non, que non, j'aille au vas-y, deux vas-y. point 2. Le Vas-y, deuxième vas-y. point, il rejoint ça. C'est on sait pourquoi on s'est lancé et on sait ce qu'on veut construire. On a une ambition avec notre activité freelance, on sait qu'on ne veut pas juste être un exécutant, on a envie de valoriser son expertise stratégique, de ne pas passer des heures à faire des livrables qu'en fait un junior qu'on formerait rapidement ou même une IA pourrait faire à notre place. Et donc, malgré toute cette incertitude sur le processus, on a envie de bâtir un truc. Et aujourd'hui, on a la chance, quand on est freelance, de ne pas avoir besoin de créer une agence, de recruter des CDI, des choses comme ça. On peut bosser avec d'autres freelances, on peut utiliser l'IA. Enfin, il y a plein de manières flexibles de ne pas bosser seul mais de bosser efficacement avec soit d'autres humains, soit des machines. Donc vraiment, vouloir bâtir un truc. La troisième chose, et je pense que ça, c'est au fondement de notre discussion sur le TJM aujourd'hui, et si on arrive à travailler sur soi, sur ce sujet, on arrivera à embarquer les clients en face, c'est de réussir à se focus sur les opportunités et pas se focus sur les risques. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est juste drivé par les opportunités. Mmh. On voit un truc qui est pas assez bien et on a envie de faire les choses mieux et on a envie d'embarquer les gens avec nous là-dedans, même s'il y a un petit pourcentage de chances que ça se fasse pas, dans tous les cas, on peut pas avoir tous les scénarios en tête. Et ça, c'est très dur à avoir quand justement on est dans la peur du manque, quand on est dans la peur de ne pas trouver des missions, quand on est dans la peur que les clients refusent nos prestations. C'est des choses qui vont vraiment saboter. Et ceux qui arrivent à travailler là-dessus, c'est vraiment ceux qui font la différence, mais significativement quand on les rencontre et qu'on les accompagne. Moi, j'ai un message, Mika, pour les freelances qui nous regardent, qui ont 10, 15, 20, 25, 30 ans d'expérience.
et qui sont capables de remonter sur la stratégie, pas juste d'utiliser leurs mains mais leur cerveau. Et je sais que pour beaucoup d'entre eux, c'est dur, ils ont du mal à trouver des missions parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne méthode adaptée au jeu auquel ils devraient jouer. Vous avez l'opportunité d'avoir une vie de ouf, franchement. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent. Nous, on a vu des cas qui ont explosé et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que même avec des petits réglages, mais en allant dans la bonne direction, ça peut vraiment changer énormément votre rémunération et quand même, je vais pas faire, on fait pas un podcast là sur l'argent, le mindset de l'argent, etc. Mais c'est quand même cool d'avoir de l'argent, quoi. Mmh. Deuxième chose, vous êtes indépendant, donc vous avez la liberté. Donc là, on parlait de liberté financière. Deuxième forme de liberté, c'est l'alignement, c'est-à-dire la liberté de choisir les missions et les clients avec qui vous avez envie de travailler, qui sont alignés avec vos valeurs, avec ce qui vous donne de l'énergie. Il faut quand même remettre du kiff au centre de tout ça. Et il y a quand même peu de situations professionnelles dans lesquelles c'est possible et dans lesquelles c'est aussi peu risqué. Parce que oui, un fondateur de start-up, il peut faire un truc hyper aligné avec ses envies, mais il y a un gros risque. Il y en a 9 sur 10 qui se cassent la figure au bout d'un an ou deux, etc. Et troisième chose, et notamment quand vous sortez de ce modèle de TGM, vous avez du temps en plus. Ce temps en plus, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Vous pouvez faire plus de missions si vous êtes un maximaliste du revenu, c'est-à-dire votre objectif là, c'est de faire de l'argent. Bah, ce temps-là, vous le récupérez pour d'autres clients pour faire plus d'argent par rapport à un modèle au TGM où vous allez être assez limité rapidement. On peut l'utiliser pour passer plus de temps avec ses gosses. On peut l'utiliser comme moi pour faire des voyages au Brésil et jouer de la musique le vendredi et faire des concerts, etc. Donc ça, c'est la liberté vraiment temporelle. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que aujourd'hui, dans votre cas, à l'instant T, vous n'êtes pas content et ça se passe mal, que c'est le modèle acheté comme on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est sans doute juste qu'il faut trouver ces ajustements qui vont faire qu'on va réaligner tout ça. Combien Mmh. vous avez envie de gagner? Qu'est-ce que vous faites de votre temps et comment vous le maîtrisez? Comment vous alignez votre activité avec des clients et des missions qui vous nourrissent et pas qui vous épuisent à courir comme des poulets sans tête, à faire plein d'opérationnels et au final, ce qui se passe souvent quand on vend son temps. Parce que l'exigence client, comme vous vendez du temps, elle est centrée souvent sur l'exécution et moins sur la stratégie et les résultats que vous allez lui amener en Mmh. prenant les bonnes décisions pour elle. Ouais. Donc voilà, franchement, vous avez un diamant entre les mains, il faut juste bien le tailler et ça se passera bien, quoi. Mmh. C'est important de se reconnecter à ça et en soi, je pense que pour aujourd'hui, le message, il est là, en fait. C'est que pourquoi on se lance en tant que freelance? Tous les gens qu'on rencontre, ils ont une bonne raison d'être freelance, au-delà du fait même s'ils se lancent et qu'en fait, c'est parce que ils avaient pas trop le choix et que c'est la solution par défaut. Au final, on y gagne beaucoup au change. Et si on fait les choses bien, dans le bon ordre, avec la bonne méthodo et en faisant évoluer son état d'esprit dans la bonne direction, en essayant vraiment de penser comme un entrepreneur, on va aussi attirer de meilleurs prospects, de meilleurs clients, de meilleures missions. C'est quelque chose qui se reflète en fait, hein. Ça peut paraître un peu ésotérique ou oulala, mais euh, la disposition dans laquelle on est nous-mêmes par rapport à ces sujets va attirer des personnes qui vont être dans la même disposition et renforcer ces croyances-là. Alors que si on arrive à en sortir, on va se rendre compte qu'en fait Mmh. le marché est beaucoup plus large, qu'il y a des boîtes qui sont disposées à investir avec vous, qui n'ont pas de sujet, de budget si les choses font sens pour elles, mais ça nécessite de passer par vous à la base, en fait, que vous fassiez déjà ce premier travail de prise de conscience. Allez, une dernière petite histoire pour la route. J'ai eu un hater, bon, pas très méchant, hein, mais un hater sur LinkedIn qui m'a dit, je faisais un post sur justement le TJM, etc. Et à un moment, il m'a écrit, il m'a commenté des TJM à plus de 1 200 €. Mais bien sûr, le gourou, blablabla, qui dit des conneries, la surpromesse, et il a tagué un de ses amis qui a renchaîné dessus en disant: «Ouais, bah, où tu trouves ces gens débiles sur LinkedIn qui racontent n'importe quoi?» et cetera. Hem, bon, j'ai même pas envie enfin, je me suis pas défendu dans le sens, si, si, il y en a, enfin, de toute façon, on le voit nous 2, on le voit tous les jours avec, les gens à qui on parle et qu'on accompagne. Bien sûr que ça existe. En fait, c'est ça ce que je disais, sur ne pas se comparer à la moyenne, et en fait, moi, ce que j'ai répondu, c'est: «Il y a pas d'écureuils dans mon jardin, pourtant il y a des millions d'écureuils en France». Donc en gros, c'est pas parce que j'en ai pas vu dans mon jardin qu'il y en a pas, quoi. C'est juste, ils Mmh. sont pas dans mon jardin, ils sont pas autour de moi, donc j'ai un biais d'environnement qui fait que je vois pas ce qui se passe sur tout le marché.
Je vois Mmh. ce qui se passe avec mes pairs, avec les gens avec qui j'échange, mais peut-être qu'il y a des millions de personnes qui le font et j'y ai juste pas accès. Et donc je comprends pas. Et d'ailleurs, c'est un Mmh. intérêt aussi d'avoir une communauté comme la nôtre, c'est, on a plein de gens qui le font et qui y arrivent et qui du coup se nourrissent et se permettent de se débloquer sur Mmh. ces sujets-là, quoi. Ah non, c'est super vertueux. Mais je pense qu'en tout cas, le sujet du TJM et du forfait, il y a énormément de choses à dire. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on reprenne un peu plus en profondeur, ben, dites-le nous en commentaire parce que nous, ben, ça nous aide à alimenter les prochains épisodes, donc super important. Mais je pense que déjà là, on Ouais. a fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, ou un mot de la fin? Alors ouais, je peux rajouter un mot de la fin qui va être une synthèse de tout ça. Je rappelle, aux gens de s'abonner, de liker. Si vous êtes jusque-là, commentez Coca-Cola dans les commentaires et on saura que vous avez vu jusqu'au bout la vidéo. Ça nous fait toujours marrer et bah, moi, le mot de la fin, en fait, c'est juste, un résumé de tout ce qu'on s'est dit. C'est, la valeur que vous apportez, c'est pas le temps que vous passez parce que c'est pas de l'exécution. C'est votre cerveau, c'est la stratégie et donc comment ça se traduit concrètement? En fait, vous êtes payé pour les décisions que vous déclenchez et qui, permettent des résultats à une boîte, que ce soit dans la communication, le marketing, le produit, le CRM, la data, les RH, la finance, tout ce que vous voulez. C'est le même principe et donc on vous encourage à aller dans cette direction parce que, c'est là où vous apportez le plus de valeur et c'est là où vous allez le plus kiffer. Mmh. Bien Et dit, toi, Mika? Brice. Bah écoute, moi, je répète ce mot-clé opportunité. Le freelancing, c'est une mine d'or d'opportunités et l'expertise que vous avez à apporter, c'est une énorme opportunité pour les entreprises en face de vous. Et si ces entreprises-là sont pas prêtes à acheter ça, c'est juste que c'est pas les bonnes entreprises pour vous. C'est pas vous le problème. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on réfléchit aux choses pour qu'on puisse sortir de ça et s'orienter dans la bonne direction. Donc, gardez ça en tête. Il y a du risque, oui, mais il y a du risque tout le temps. Vous allez sur la route, vous prenez un bus, il y a du risque, certes. Mais il y a plein d'opportunités en freelance que vous auriez pas dans d'autres modèles. Et je terminerai par: le marché va très bien dans le freelancing. Il va très Mmh, bien pour ceux qui savent jouer avec les bonnes règles du jeu. Donc c'est pas le marché, le problème et c'est important de bien garder ça en tête mmh. et de pas trouver d'excuses. Le marché va très bien, je vous assure. On en reparlera. On s'arrête là, Brice? Allez et ben, on se retrouve, la semaine prochaine, écoute. Comme d'hab. À plus tout le monde. Bise. Salut tout le monde, bye bye.